Donc Romain Guillemot, je suis un ancien artisan, puis j'ai travaillé, comme, formateur, donc ça fait 18 ans avec l'ARFAB. Ça fait 25 ans qu'aujourd'hui je travaille, sur la toiture, végétalisée, entre autres, et puis une douzaine d'années sur les murs, végétaux. Et je l'ai fait donc en tant qu'artisan et en tant que aussi distributeur, de matériaux et d'assistance technique. Et aujourd'hui, donc depuis, 1 mois maintenant, je suis, expert d'assuré dans le bâtiment et donc ça fait que je connais bien à la fois techniquement, et la mise en œuvre des matériaux des toitures et des murs végétalisés. Je connais bien les matériaux, mais je vois aussi le type de sinistre qui peut s'appliquer sur qui peut exister en fait sur ce type d'ouvrage et donc ça fait 25 ans que je suis même certaines toitures ou une douzaine d'années encore une fois, certains murs. Je vais vous présenter donc les 2 formations, sur les murs et les toitures, végétalisées. On va commencer par un petit chapitre parce qu'il y a des points qui sont identiques aux 2 formations, des points communs, entre autres sur les objectifs et les finalités, mais aussi pour le public visé et les différents prérequis qui peuvent être demandés. Et il y a, un chapitre ou plusieurs en commun. Ensuite, je détaillerai la formation, sur les toitures végétalisées, ensuite celle sur les murs et enfin, j'ai fait quelques mots-clés pour le référencement, de ce stage-là, qui peuvent servir ne serait-ce que pour le référencement sur internet ou autre. Le point commun en fait entre, ces 2 formations, le premier c'est les objectifs. La végétalisation des toitures ou des murs, c'est quelque chose de très transversal dans le bâtiment, puisque en général, ce sont plutôt les paysagistes qui vont travailler, le végétal, qui vont manipuler le végétal. Et ici, on va se retrouver, sur du bâti et un paysagiste n'a pas souvent l'habitude de travailler en hauteur sur du bâti. Et pareil, le bâtiment, on sait que c'est beaucoup de normes, beaucoup de réglementations. Il y a des garanties biennales, il y a des garanties décennales. Le paysagiste n'est pas confronté à ce genre de garantie ou d'exigence, d'assurance. Donc, pour lui, percer un trou dans un mur, c'est, quelle responsabilité je vais prendre ou poser quelque chose sur un toit ou une étanchéité, ça va le questionner parce que c'est, si jamais je perce la membrane, quelle responsabilité je prends? Si on crée une fuite sur le bâtiment, jusqu'où est-ce que je suis couvert pour le risque ou pas? Donc comme c'est très transversal, le but de ces 2 stages, c'est vraiment de faire de la vulgarisation en quelque sorte, de 2 techniques, la toiture et du mur. Et donc ce sont des formations théoriques, mais je viens avec beaucoup d'échantillons. Donc tous les petits dessins là que vous voyez en bas, ce sont des échantillons avec lesquels je viens pour bien expliquer. On s'amuse à faire des petites découpes, des petites choses comme ça, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment de la pratique. C'est plutôt, des petits ateliers, où on fait de la découverte en quelque sorte. Le stagiaire en fait, en fin de formation, l'objectif comme on est sur une vulgarisation, c'est de pouvoir préparer un chantier, donc chiffrer les matériaux, les besoins du chantier, faire son devis en bonne présentation. Je ne parle pas de la question tarifaire, mais au moins des questions de temps. Il y a des indications sur le temps qu'il faut prévoir dans le devis. Hem, il va, pouvoir faire voir toutes les étapes de la réalisation avec des checklists, avec, des petits documents, des notices, des documents d'information sur les mises en œuvre et cetera. Et heu et il va pouvoir aller jusqu'aux garanties et l'entretien des toitures et des murs. Et tout ça dans le cadre des règles professionnelles, mais pas que. On va voir aussi les cas un peu particuliers. Donc, le stagiaire va aussi, je vais le mettre dans une position où il va pouvoir, il devra de toute façon rentrer en contact avec tous les autres acteurs de la végétalisation. Par exemple, se mettre en contact avec l'étancheur pour vérifier, ne serait-ce que si elle est bien en bonne et due forme, si elle a été réceptionnée, si le chantier est bien terminé. Et donc lui va pouvoir travailler comme ça ensuite derrière. Et il y a d'autres, intervenants qui peuvent accéder à la toiture. Par exemple, si on est sur un toit terrasse et qu'il y a un bloc, je sais pas, une climatisation, une pompe à chaleur qui est posée sur le toit, comme c'est l'est de plus en plus en milieu urbain, eh bien, il va y avoir des techniciens qui vont devoir piétiner en gros la toiture, en végétaliser
Donc là aussi, il y a une mise en relation. Donc il va comprendre qui est responsable de quoi, quelles données je dois pouvoir transmettre au maître d'ouvrage pour être sûr que la toiture ou le mur puisse bien vivre et se développer. Et que chaque acteur, en fait, prenne ses vraies responsabilités et ses engagements. Heu, Ensuite, l'autre point technique qu'il y a sur les deux murs et toitures, les deux sujets, c'est qu'évidemment, il y a des végétaux et les choix, il est, il est énorme. Et puis en plus, il est très différent d'une région à l'autre, ne serait-ce que juste dans notre région Bretagne, lorsqu'on est dans les terres ou lorsqu'on est en bord de mer, bah, il y a l'action du vent, il y a l'air marin, il peut y avoir plus de froid parce qu'on est à l'ombre dès qu'on est un peu dans le monde d'arrêt, des choses comme ça. La liste est tellement vaste que c'est pas vraiment le sujet des deux stages. On est plutôt, mais par contre, je leur distribue des listes de végétaux avec les recommandations, c'est-à-dire, si on est en toiture, par exemple, quel type de substrat il faudra? Est-ce qu'on est un sol plutôt acide? Est-ce qu'on est un sol plutôt basique? Est-ce que les plantes résistent au gel ou pas? Est-ce qu'elles ont besoin de soleil ou pas? Quelle épaisseur de substrat il faudra? Donc ça, c'est tout un état de l'art que j'ai travaillé depuis, donc je vous disais, 18 ans à peu près, et donc que je remets sur fichier Excel, donc fichier Excel qu'ils peuvent modifier avec leur propre expérience. C'est-à-dire, en fonction du climat réel qu'ils rencontrent, ils vont pouvoir dire: «Mais ça n'a pas fonctionné» ou au contraire: «Ceci a bien fonctionné». Donc c'est une bibliothèque, une base de données qu'ils vont pouvoir compléter au fur et à mesure. Donc ils repartent avec ce type de document. Donc encore une fois, l'objectif de ces 2 formations, c'est de se mettre le pied à l'étrier et se sentir à l'aise ou au moins avoir suffisamment de clés pour ouvrir n'importe quelle porte, que ce soit pour bien réaliser le devis, pour bien réaliser mon chantier, mais aussi pour faire mon suivi, et cetera. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure. Donc voilà pour l'objectif et les finalités du stage. Pour le public visé et les prérequis, donc par expérience, j'ai beaucoup de responsables des espaces verts, que ce soit sur des municipalités, des collectivités, des entreprises privées et autres. Par exemple, dernièrement, j'en ai eu un qui était responsable des espaces verts dans un hôpital, et donc on a fermé l'ensemble du personnel de l'hôpital. Il y a des paysagistes de l'hôpital, pardon. Heu, on a aussi, je rencontre aussi beaucoup de paysagistes qui souhaitent élargir leurs connaissances, ou tout simplement parce que c'est tombé dans leur appel d'offres. Ils ont un appel d'offres auquel répondre, et dans leur lot, il y a le mur végétal. Alors là, il y a des choses qui sont un peu rock'n'roll, on va dire, dans les appels d'offres. C'est que le mur végétal, je l'ai vu à peu près à tous les lots. Les maîtres d'œuvre, en fait, souvent sont un peu embêtés. Lorsque je veux faire un immeuble ou une maison, que j'ai un bout de mur végétalisé, j'ai pas forcément besoin de paysagistes pour les extérieurs. Donc, à qui je mets ce lot? Eh bien, parfois, ça arrive chez le peintre, parce que on pense que c'est de la déco, donc c'est au peintre de répondre à l'appel d'offres. Parfois, c'est au menuisier, parce qu'on va le poser sur un mur, ou au maçon, parce qu'on doit le poser sur le mur, et donc il y a des ancrages, il y a des choses comme ça à faire. Voilà, donc je l'ai vu à peu près à tous les lots. Des fois l'électricien, plombier, parce qu'il y a de l'éclairage et il y a de l'irrigation à apporter. Donc, en même temps, tu vas poser le mur. Donc, tout le monde se tire un peu les cheveux par rapport à ça, ils ne savent pas trop où se mettre. Donc, j'ai aussi des artisans du bâtiment qui viennent à ces stages-là, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Entre autres, les étancheurs, par exemple, sur le toiture végétalisée. On va avoir aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent s'orienter vers le végétal. On va avoir des cordistes, donc ce sont des entreprises qui interviennent dans le milieu urbain, pour des toits ou des ouvrages qui sont difficilement accessibles, ou alors la location d'un échafaudage, ou d'une nacelle va coûter beaucoup plus cher qu'un cordiste. Donc je forme, jusqu'ici, je formais à peu près, 5 à 10 cordistes par an. Et puis il va y avoir des particuliers qui veulent faire leur propre réalisation, donc en autoconstruction. Donc ils sont prêts à investir, 2 jours de stage, pour, juste acquérir la compétence, mais pour des choses très spécifiques, puisque c'est une ou 2 réalisations qu'ils vont faire, et souvent chez eux. Donc j'ai beaucoup
et ça, c'est à prendre en compte hein, pour ceux qui veulent financer ce stage. J'ai beaucoup de demandes pour un financement via le CPF. Il y a beaucoup de tous les particuliers me contactent en me demandant, mais je veux faire ce stage, mais dans le cadre CPF, parce que j'ai pas les moyens de l'autofinancer, quoi. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, ce qui fait que j'ai beaucoup de personnes intéressées, mais auxquelles je pouvais pas ouvrir la formation parce que je n'avais pas le financement CPF, moi, sur ces stages-là. En sachant qu'aujourd'hui, il n'y a que l'ARFAB qui distribue ces stages-là. Moi, je ne les distribue pas de mon côté maintenant. Et puis, pour les prérequis, bah, c'est très simple. Il faut que les stagiaires sachent prendre des métrés et puis faire quelques calculs. On va faire des calculs de dimensionnement, on va faire quelques petits calculs de charge et puis des calculs de pression pour l'irrigation. Mais ça reste dans la soustraction, addition, multiplication, division. On ne va pas plus loin que ça. Et à chaque fois, ils repartent avec des modèles de calcul. Donc, ils n'ont plus qu'à mettre leurs données, leurs propres données chiffrées et remplacer celles que je leur ai présentées dans le mode de calcul. Un autre point commun qu'on va avoir, c'est tout ce qui est sécurité et tout ce qui est le cadre juridique. Donc j'en ai parlé un petit peu en intro tout à l'heure, c'est que on va vraiment aborder tous les sujets de la toiture ou du mur, du premier devis jusqu'à la facture. Et donc là, c'est pareil, on ne s'attarde pas non plus des heures dessus. Je rappelle juste que le PV de réception est obligatoire, qu'une facture est obligatoire, et je leur donne des modèles types sur chacun, puisque je vais vous donner un exemple très concret. Si je fais un devis avec une toiture comprenant au mètre carré 6 plantes vertes, 6 plantes jaunes, 6 plantes bleues, eh bien, en cas d'expertise, si je prends 1 mètre carré et que je n'ai pas 6 plantes de chaque couleur, eh bien, là, on peut pénaliser. Alors, on apprend à bien présenter justement le devis et la facture pour que ce soit bien en adéquation ce qu'on a fait et ce qui a été réalisé. Et on va mettre un mix de plantes et on va mettre aussi des recommandations. Ça va être très important d'expliquer au maître d'ouvrage les responsabilités que lui aussi il a sur la vigilance et sur la surveillance de la toiture. Ou alors, il sous-traite tout et dans ces cas-là, on passe sur un contrat d'entretien. Donc, on va, pendant le stage, avoir un tronc commun comme ça entre les deux formations qui va aborder tous ces sujets d'ordre juridique et garantie, assurance. Et on va apprendre, alors ça c'est quelques diapos évidemment, mais tout ce qui est la sécurité, donc c'est ce que vous voyez à l'image. Est-ce qu'on va utiliser une nacelle? Est-ce qu'on va utiliser des harnais? Est-ce qu'on va faire un travail de cordiste? Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre un échafaudage? Donc on va aborder ces sujets-là. Et dans l'anticipation du fait qu'il va falloir prévoir les ancrages aussi. Là, je peux vous donner un exemple très concret. C'est la photo de droite, là, sur le mur végétal. C'est un mur intérieur dans une maison de retraite, sur un bâtiment tout neuf. Donc, c'est posé la question avec l'architecte de est-ce qu'on utilise une nacelle ou est-ce qu'on prend des cordes pour faire travailler les cordistes. Et ils ont préféré travailler avec les nacelles. Comme ça, ce sont les paysagistes eux-mêmes, les responsables de l'entretien des espaces verts de la maison de retraite qui entretiennent le mur intérieur aussi. Eh bien, une nacelle comme celle-ci, elle a un poids à peu près de 800 kg au mètre carré au sol. Eh bien, ça a obligé de changer toute la structure du sol, c'est-à-dire renforcer le plancher et surtout d'avoir un carrelage qui résiste en fait à la nacelle. Et puis, deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait des nacelles? Est-ce qu'on les range, dans quel local on les range? Et ça, c'était pas prévu dans les plans de l'architecte. Donc, ça permet, en fait, on aborde ces sujets-là de sécurité et aussi de garantie pour justement se projeter sur le chantier et ne rien oublier dans le devis. Donc, voilà pour le mur végétalisé, pour le tronc commun plutôt, entre les deux. Maintenant, je vais rentrer dans le détail de la toiture, puis ensuite du mur. Donc, on va commencer par la toiture végétalisée. La toiture végétalisée étant le marché le plus important, en fait, en termes de réalisation, parce que on arrive vite à des très grandes surfaces. Mais il faut savoir, en France, sur les toitures végétalisées, on ne végétalise à peu près que 1 mètre carré sur 25 végétalisables.
Si on compare avec l'Allemagne, ils sont à 1 mètre carré pour 6 mètres carrés végétalisables. Donc, ils sont presque à 4-5 fois plus de végétalisation de toiture que, qu'en France. Donc, c'est un marché qui est en voie de se développer. Alors, évidemment, on aborde dans cette formation-là tous les atouts, tous les avantages de végétaliser une toiture, que ce soit d'un point de vue biodiversité, que ce soit d'un point de vue thermique et autres. Mais ce qu'on va voir surtout, parce que les gens qui vont vous contacter pour participer à ce type de stage vont surtout demander si ça répond bien aux demandes qu'ils ont. Et donc, on va voir en fait tous les différents systèmes de végétalisation. Que ce soit, et on voit le petit schéma qui est juste sous le titre, on a des végétalisations qui sont dites intensives. Donc, ce sont des toitures terrasses jardins. Ça veut dire que là, je végétalise une toiture, mais je peux y accéder. Je peux faire un terrain de golf sur un toit, par exemple, ou mon petit jardin personnel. Et on a le plus petit, qui est complètement à droite du graphique, qui est la végétalisation extensive. La végétalisation extensive, c'est celle qu'on va voir le plus couramment. C'est en gros mettre des végétaux sur un toit, mais qui reste inaccessible. Ce toit-là, il peut être à plat, mais aussi en pente. Donc, pour illustrer ça, ce sont les deux photos que vous avez en bas. Donc, un ouvrier là, qui va poser, un compagnon qui pose des caissettes qui sont pré-cultivées. Ce toit-là ne sera pas accessible. On peut évidemment marcher dessus pour faire de l'entretien et autres, mais en aucun cas, on est invité à poser son transat et bronzer tranquillement au soleil. En revanche, si vous regardez tout en haut à droite, certains d'entre vous reconnaîtront peut-être la gare Montparnasse. On voit en haut de la photo les rails qui arrivent. Et donc, la photo est prise du haut de la tour Montparnasse. Et en fait, peu de gens le savent, au-dessus de la gare, donc ceux qui le connaissent voient les très gros poteaux quand on sort des quais, sur les quais, quand on sort du train. Il y a les très gros poteaux en béton pour maintenir en fait cette toiture végétalisée qui est accessible et qui existe au-dessus. Ça s'appelle le Jardin de l'Atlantique ou le Parc de l'Atlantique. Et donc là, on est sur la végétalisation, donc dite intensive. Donc on a des arbres, on voit qu'il y a même des terrains de tennis, il y a même une petite rivière, etc. Vous pouvez vous y reposer tranquillement. Donc je vous invite à y aller plutôt que d'attendre votre train au milieu des pigeons et des militaires dans la gare. Il y a juste à accéder en fait à ce jardin de l'Atlantique qui est très facilement accessible de la gare, depuis la gare. Donc là, on est dans de l'intensif, on voit les arbres, on voit des choses comme ça. En revanche, si on revient sur la toiture du milieu en pente, là, on est sur l'extensif, on n'a pas du tout les mêmes plantes, on n'a pas du tout les mêmes types de substrats. Comme on est en pente, on a une érosion possible, etc. Donc, dans le stage, tout est vu, toutes les épaisseurs de toiture sont vues. On va insister beaucoup plus sur la végétalisation extensive, parce qu'en général, ce sont des gens qui n'ont pas les grosses structures de paysage et qui vont faire plutôt des choses légères et plutôt sur des petits formats, pour commencer en tout cas. Donc, ils vont s'habituer à faire sur les toitures plutôt donc extensives. Voilà encore quelques systèmes. Ici, nous n'avons que des toitures dites extensives, justement, donc une faible épaisseur de substrat, une variété de végétal qui est un peu plus restreinte parce qu'on ne va pas mettre des arbres sur ce type de toiture, mais on a quand même beaucoup de vivaces, de graminées. Et bien, tout ça va être vu pendant la formation. Dans les arguments, d'ailleurs, pour et contre la toiture végétalisée, au moins les points positifs. Et d'ailleurs, aussi le nombre de toitures qui sont végétalisables. Je suis sûr que vous avez tous vu des toits plats avec des gravillons dessus, comme on a sur la photo en bas au milieu. Eh bien, le gravillon, nous sommes à 2 tonnes du mètre cube. Donc, quand il y a 5 cm de gravillon, je peux tout remplacer et mettre 10 cm de substrat parce que je vais être à 800 kg du mètre cube. Et donc, une toiture gravillonnée, en fait, est très facilement végétalisable, sans faire des questions de charge ou quoi que ce soit, sans faire trop de calculs. Et on voit tout de suite là l'argument esthétique, environnemental. Voilà, là, il y a pas photo, je dirais.
Et on va retrouver encore des toits plats et des toits en pente. Dans la végétalisation, donc des toitures, nous allons voir aussi tout ce qui est accessoires et la remise en œuvre avec le temps de travail adéquat, etc. Donc, l'irrigation, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas? Si elle est nécessaire, quel choix d'irrigation prendre et comment la poser et ou la positionner? Et puis, différents types de végétalisation. Là, on voit un tapis précultivé, mais on peut travailler avec des micro-mottes comme sur la photo en bas à gauche. Donc voilà pour le programme toiture. On aborde vraiment encore une fois l'ensemble des règles professionnelles, l'ensemble des types de végétalisation, que ce soit avec de l'accessible, du non accessible, de la pente, pas de pente. Donc c'est vraiment un stage ouvert à tous. En revanche, attention, je reprécise les choses, c'est un stage qui est là pour mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire d'un univers qui m'est complètement inconnu, qui est mettre des plantes sur un toit ou sur un mur. Je ne sais même pas trop ce que ça mange l'hiver, ces petites bêtes-là. Eh bien, le stage me permet de repartir avec des données chiffrées, avec une réglementation appliquée, applicable, avec des exemples de devis, de factures, de PV de réception de chantier, qui me permettent en fait de partir sur une première réponse assez entre guillemets simple, parce que j'ai toutes les clés pour ouvrir toutes les portes. On repart même avec des coordonnées de différents producteurs de plantes, par exemple. On repart avec les coordonnées de différents fabricants en fonction de ce que le stagiaire m'a demandé. Par exemple, s'il s'oriente plus sur une technique en micro-cassette ou un vrai technique substrat et micro-motte, eh bien, il repart avec des données. Voilà. Et c'est pas exclusif, hein, je donne une liste en fait de fabricants, liste qu'on retrouve facilement sur le syndicat des murs et de la toiture végétalisée, puisqu'il y a un regroupement de fabricants de toute façon. Mais dans les discussions, je peux les conseiller en fonction du type d'entreprise. Si c'est une petite structure, eh bien, je vais les orienter vers des matériaux plus légers, plus faciles à mettre en œuvre, qui n'aient pas besoin de grues ou de choses trop compliquées à mettre en œuvre, quoi. Donc voilà pour la partie toiture végétalisée. Et ensuite, les murs. Donc, le mur, pour présenter ce stage-là, attention, on est vraiment sur un système de culture hors sol. On est sur des systèmes qui sont autonomes ou pas. Alors, un mur qui n'est pas autonome, ça veut dire que tous les jours, je vais arroser avec mon arrosoir le mur, évidemment. Et puis, on est sur une solution, et évidemment, quand on est sur un mur, on est vertical. Donc, il ne s'agit pas de plantes grimpantes plantées au sol, et on n'est pas sur des plantes qui poussent le long d'un treillis. Donc ça, c'est important de le redéfinir. On est vraiment sur quelque chose de très particulier sur le mur végétalisé. Euh, oui, c'est vraiment technique hors sol. Alors, pour cette technique-là, il y a plusieurs. Alors tout est pareil, j'ai plus mon animation, mais euh, il y a trois grandes techniques qu'on développe pendant le stage. Donc la technique Ortinap, ça, c'est la technique des vrais puristes. C'est la technique qu'on appelle aussi Patrick Blanc parce que ça a été développé par lui. J'en parlerai un petit peu plus tard là, de Patrick Blanc. Donc, c'est deux simples géotextiles. On met la plante nue, donc on est sur un système en hydroponie totale. Donc, la plante est racine nue. Il n'y a pas de substrat, il n'y a pas de terreau, en quelque sorte. Donc, en gros, cette technique-là, les puristes l'adorent parce que c'est la vraie technique qui a été développée au début, mais elle est très technique. Parce que c'est comme avoir un humain, le corps d'un humain, en fait, qui serait dans le coma, et de l'avoir sous perf. Comment on le maintient en vie? Eh bien, évidemment, il faut des intrants, il faut le nourrir, il faut le ventiler, il lui faut peut-être un peu de massage cardiaque, des choses comme ça. Et puis, il y a des choses qu'il va falloir évacuer, nettoyer, et il va falloir beaucoup d'assiduité. Et bien là, ce mur-là n'étant pas du tout autonome, puisque les racines sont nues, c'est l'irrigation qui va apporter les nutriments, qui va apporter tous les besoins nécessaires, éventuellement de quoi l'alimenter, mais aussi de quoi la fertiliser. Et donc, il y a une grande vigilance à avoir sur le choix de l'irrigation et compagnie. Donc, cette
les 3 murs, hein, qu'on va voir. On voit à la fois les avantages et les inconvénients, les différents principes de mise en œuvre et on voit aussi, les équilibres qu'il faut avoir dans les solutions nutritives et comment on règle tout ça, les pH, et compagnie. Donc ensuite, vous avez, les 2 murs qui sont, au milieu. Je ne sais pas si vous voyez la souris, mais là, c'est substrat inerte. Alors là, on est sur des techniques avec la sphaigne. Hem, le végétal, là, est toujours racine nue, mais il est dans un substrat qui va l'aider à, mieux gérer le confort été, hiver et cetera. Les 2 photos en bas à droite, elles, on est sur un substrat organique. Alors les puristes n'aiment pas cette technique-là parce que pour eux, c'est du pot de fleurs accroché au mur. En gros, on a un récipient qui permet de recevoir du terreau et dans ce terreau, on va mettre nos plantes. Et ce support, ben, ce réceptacle terreau là va être fixé sur le mur. Heu, alors les puristes n'aiment pas trop, mais les artisans aiment plutôt bien parce qu'on a la plante qui est beaucoup plus autonome que dans le premier cas, que dans la technique Patrick Blanc, puisque, ben, c'est comme, les plantes qui sont dans les jardinières chez vous, à l'intérieur ou à l'extérieur, on elles ont une certaine autonomie. On peut partir en vacances sans trop se soucier, voilà, quelques jours, c'est pas trop de problème. Alors que l'autre, la première technique qu'on a vue était Patrick Blanc, un problème d'irrigation, dans la demi-journée, vous perdez, plus de 50 de vos plantes. Tout en bas à gauche d'ailleurs, on a le quai Branly. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois et ils en sont à la 5e, ils se refont pour la 5e fois la façade. Donc en gros, tous les 5 ans presque, ils sont obligés de refaire ces façades. Donc ça, c'est les 3 grandes techniques, que nous verrons pendant le stage et après on va aborder d'autres techniques qui sont celles les tec 2 techniques que vous voyez en haut. Je vous disais donc, on crée un récipient pour mettre du terreau et mettre les plantes, mais ce récipient-là, en fait, on peut le mettre plus en valeur et mettre un peu moins de plantes. Donc du coup, le réceptacle devient très visible, mais il va falloir le structurer. Donc là, c'est Paul-Louis, Darendon qui fait ces réalisations-là et j'explique comment elles sont réalisées aux stagiaires et je leur donne, des références, internet pour qu'ils aillent voir un peu plus loin. Et il y a une autre technique qui est le mur stabilisé. Ce sont les 2 photos au milieu à droite, qui sont en général beaucoup à base de mousse. Ce sont des mousses en fait qui sont mortes maintenant, elles sont inertes, on appelle ça inerte. C'est un peu de la taxidermie de plantes en quelque sorte. Alors un fan de végétal évidemment va pas du tout aimer ça parce que ce sont des natures mortes, hein, colorées et autres, hein, mais on apprend comment colorer les mousses et autres pendant le stage, mais ça peut s'expliquer en fait chez certains clients. J'ai l'exemple d'une Fnac, pas très loin de chez moi qui a utilisé cette technique-là et en fait, c'est pas complètement, absurde, quand on pense que, bah, leur objectif, c'est pas de s'occuper des plantes. Eux, c'est de faire de la vente. Ils vendent beaucoup de plastique, ils vendent beaucoup de papier inerte, donc du végétal inerte, donc voilà, on peut y trouver une certaine cohérence. Après ça plaît pas, mais c'est des sujets qu'on aborde. Voilà. Pour ça, ça prend que quelques diapos pendant la formation, hein, évidemment. Et donc pendant le stage, nous abordons autant les techniques de végétalisation sur les murs intérieurs qu'extérieurs. Les techniques sont exactement les mêmes. Alors il y a des avantages pour certaines et des inconvénients pour d'autres. Ce sont que les choix de plantes en fait qui vont changer. Évidemment des plantes intérieures pour l'intérieur, extérieures, logique. Voilà. Mais on voit les 2 techniques. Donc on aborde là aussi, beaucoup de techniques de mur. Donc quelqu'un qui veut juste apprendre en disant: «Je viens avec, mais c'est cette technique-là que je veux voir». Alors il va avoir toutes les techniques. Il verra la sienne. Je pourrais même approfondir avec lui, certains sujets s'il s'y connaît un petit peu, mais on verra, on abordera vraiment tous les sujets. Et pourquoi ça me semble important, c'est que, bah, chaque situation de chantier crée son propre microclimat. En mur intérieur, on peut être dans une serre, dans une véranda, on peut être dans un couloir, on peut être dans une entrée de magasin avec des chauds froids à chaque fois que la porte s'ouvre. Donc, à chaque fois, on va voir les avantages, inconvénients de chacune des techniques et quel type de plante on peut mettre avec là aussi une liste de plantes. Et évidemment, comme on est entre nous et on est entre professionnels, on va parler aussi de tout
tout ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et donc à 80%, ce sont des soucis d'irrigation. Donc, on aura un gros sujet irrigation pendant le stage. Mais oui, on va vraiment dire avantages, inconvénients et surtout ce qu'il faut faire, pas faire. Et, euh, et puis surtout, donner des exemples. Le mur de gauche, on voit derrière, donc c'est Patrick Blanc d'ailleurs, hein, qui est en photo, je vous ai dit qu'on en reparlerait. Patrick Blanc qui est derrière un mur, c'est un mur à Bordeaux, ça, donc les balcons qui ont été végétalisés. Et en quelques semaines, en fait, tout a grillé. Donc lui, il n'est responsable de rien, il ne vend que le dessin. Donc ce sont les artisans qui sont responsables de cette situation-là. Un mur comme ça, allez, on doit être à 1 500 2 000 € du mètre carré. Donc ça vous laisse une estimation à peu près du prix, puisqu'il y aura une trentaine de mètres carrés là, quelque chose près. Euh, le, Quand il y a ce type de litige, qui est responsable? Eh bien, tout dépend justement de la qualité de la facture, de la qualité du PV de réception de chantier, et puis du fameux DOE, dossier des ouvrages exécutés, ou alors les recommandations, on va les appeler comme ça, que l'artisan aura remis à son maître d'ouvrage ou à son client pour bien entretenir et se protéger en fait de problèmes d'irrigation, etc. En gros, ça lui permet ou de prendre vraiment la responsabilité, mais dans ces cas-là, il est payé pour, ou de se dédouaner de tous les risques qu'il y a derrière parce qu'il a transmis les bonnes informations. Voilà. Donc ça, c'est une partie hyper intéressante et hyper importante de la formation aussi. Je vous ai dit, oui, donc Patrick Blanc, hein, c'est un chercheur du CNRS et c'est lui qui a créé le mur végétalisé. Au départ, il a fait plutôt il vendait ça comme du tableau vivant. Donc, c'était vraiment de la décoration. Et aujourd'hui, beaucoup de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'œuvre souhaitent l'intégrer pour des questions, donc évidemment esthétiques, mais on en rentre dans une côté très technique, très bâtiment. On est loin de ce que pouvait faire Patrick Blanc au départ, lui-même tout seul dans sa maison. Aujourd'hui, on essaye d'en faire quelque chose de presque industrialisé et beaucoup plus grande ampleur. Donc, évidemment, il y a des belles réussites, mais il y a aussi des échecs. Donc, on aborde tous ces sujets-là. Euh, et donc, je Je vous me ai dit que permets de 80%. je vous permets de vous couper. Il y Oui. a juste Chris dans le chat qui dit au sujet de l'irrigation en parallèle, il faut prévoir une récupération des eaux pluviales. Alors, oui, évidemment, on parle de ces problèmes de consommation d'eau. Est-ce qu'on est en circuit fermé, en circuit ouvert? Circuit fermé, ça veut dire que quand on arrose le mur, évidemment, il y a toujours un surplus. Ça dégouline, en quelque sorte. Et donc, on va récupérer ce surplus pour le réintroduire dans un deuxième cycle d'irrigation. Donc déjà, rien que sur le choix d'irrigation, du modèle d'irrigation, on va déjà limiter les consommations d'eau. Et après, c'est la provenance de l'eau. Est-ce que je puise dans un puits chez moi, mais attention à la nappe? Est-ce que je récupère les eaux de pluie, etc. Donc, on aborde évidemment tous ces sujets-là. L'irrigation étant donc un facteur hyper important en fonction de l'eau que je vais récupérer. L'eau de pluie, par exemple, on sait qu'elle est légèrement acide et puis qu'elle est surtout déminéralisée. Donc, l'eau de pluie, comment je la repotabilise aussi? Donc, plutôt la stocker dans des cuves maçonnées pour qu'elle remonte en pH et en minéraux, plutôt que des cuves plastiques dans lesquelles, là, elle peut, au contraire, elle peut avoir des plastifiants, des présences de chlore et des choses comme ça. Donc, toute la qualité de l'eau et son équilibre pour bien nourrir les plantes et le faire que les plantes se portent bien, on aborde évidemment, oui, tous ces sujets-là. Et encore une fois, avec des petits fichiers Excel, des petites choses comme ça, le stagiaire repart avec des tableurs qui leur permettent de dire si mon pH baisse et si mon électroconductivité de l'eau, c'est-à-dire son taux en minéraux, baisse, qu'est-ce que je dois mettre, quel type de fertilisant je dois mettre, etc. Et donc, tous ces sujets, évidemment, sont abordés là aussi et ils repartent bien parce que c'est dense, hein. Alors, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, les 2 stages durent 2 jours. Donc, en 2 jours, ça fait beaucoup d'informations, mais justement, les documents que je leur laisse sont plutôt, en tout cas, je trouve assez bien faits, mais j'ai des bons retours hein, en général, pour qu'ils puissent se les réapproprier
Donc, ce sont des documents Word ou des documents Excel pour qu'ils puissent changer l'entête, vraiment se les approprier à 100% et les faire évoluer aussi avec leur propre expérience. Mais ils ont déjà une belle base de travail et, de, et pour pouvoir démarrer vraiment en toute sérénité, quoi. Donc, dans les externalisations, on a vu donc l'eau, mais on va voir aussi l'éclairage, la fertilisation et puis la qualité de l'entretien du mur. Donc encore, j'ai mis ce petit texte-là en dessous, c'est que toutes ces parties, c'est très technique, mais c'est primordial. Et donc, encore une fois, le stagiaire repart avec des notices, des checklists, des choses comme ça. Ouais. Je ne le lâche pas tout seul dans la nature avec juste un diaporama. Il y a énormément de données en parallèle, quoi. Donc voilà pour la partie mur. Et puis, j'ai rajouté alors une liste de mots-clés ou que vous pouvez entendre de la part d'un stagiaire potentiel qui vous contacte, ou que vous pouvez même utiliser dans la création du site internet, ou, voilà, pour être mieux référencé sur les moteurs de recherche. Donc, le point 1 des organismes principaux dans la végétalisation des toitures et des murs, c'est l'ADIVET, c'est l'Association des toitures et façades végétales. Donc, c'est l'ADIVET qui rassemble des fabricants, tout type de professionnels, hein. Le CSTB fait partie de l'ADIVET, par exemple, mais il y a aussi différents syndicats paysagistes, il y a des fabricants, il y a des poseurs, il y a des artisans qui en font partie, et ce sont eux qui élaborent les règles professionnelles, parce qu'il n'y a pas encore de DTU sur les toitures, les murs végétalisés. C'est encore des techniques trop récentes pour qu'on voit un DTU arriver dans les prochains jours. Donc aujourd'hui, on est sur les troisièmes versions de règles professionnelles pour les toitures. Il y a la première règle professionnelle, les premières règles professionnelles pour les murs qui sont arrivées il y a 2 ou 3 ans. En sachant que mes stages ont commencé avant qu'il y ait les règles professionnelles. Donc, à l'époque, moi, j'ai fait les choses vraiment d'autodidacte et j'ai expérimenté vraiment de l'autodidacte. Les règles professionnelles sont arrivées, donc évidemment, ça m'a fait aussi évoluer et ça permet donc de vraiment partager toute l'expérience avec les stagiaires. Il y a différentes appellations. On dit des fois mon mur aux toitures végétalisées, mais ça peut être mur aux toitures végétales. On va parler de murs végétaux. On peut avoir aussi végétalisation des toitures ou des murs. Donc, attention à la façon dont on peut le présenter. Tout le monde n'a pas le même vocabulaire, en fait, dans la définition, pour l'appellation. Donc, voilà, ne soyez pas étonnés d'avoir 2 stagiaires potentiels qui parlent un peu des choses avec des vocabulaires différents, quoi. Parfois, ils vont vous parler avec des techniques. Ils vont vous parler de murs Patrick Blanc ou de murs type Paul-Louis Duranton. Donc, ou d'Ortinap. Ces techniques-là sont abordées. Voilà. Donc, vous pouvez les rassurer en disant oui, cette technique Patrick Blanc, par exemple, elle sera abordée. Par contre, ce ne sera pas l'exclusivité du stage. Il y aura les autres techniques qui seront vues encore une fois. C'est aussi des fournisseurs, des fabricants. Ça m'arrive d'avoir je suis désolé, il y a des petits soucis de frappe là, mais il y a il y a des gens qui reçoivent donc un appel d'offres et qui disent bah, moi, je dois apprendre une technique type le prieuré. Ouais, je dois végétaliser un toit avec la technique le prieuré. Là aussi, toutes répondent à la même base. Le produit est un peu différent. Il y a des petites nuances entre 2 produits. Par exemple, si je prends la cassette Le Priori et la cassette Cyplast, il va y avoir des petites modifications, mais le principe est exactement le même. Donc, la base technique, ils auront la même. On est vraiment sur un stage très large et qui, encore une fois, aborde tous les sujets. Et puis, ça peut être aussi des accessoires, des fabricants d'accessoires, de composants. Là aussi, ça, ce sont les plus connus hein, que je vous ai mis, et des gens qui m'ont contacté en prononçant ces noms-là, en fait. Ce sont ceux qui reviennent le plus souvent. Voilà, j'ai fini pour la présentation. Je suis désolé pour le départ qui a été un peu chaotique, mais je reste à votre disposition si maintenant vous avez des
des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, j'ai une petite question. Merci Romain pour ta présentation. C'était sur l'aspect isolation thermique, savoir si on voyait un petit peu cette partie-là ou pas. Ouais. Alors, de façon très succincte, puisqu'on a les formations isolation qui sont en parallèle. Donc, quand c'est un artisan qui veut tout réaliser, par exemple faire l'ITE, parce que alors, on a beaucoup la végétalisation en ITE. Je reçois des projets, quand je faisais un bureau d'études, je recevais des projets d'architectes qui voulaient faire des mix bardage, végétalisation de façade. Et par contre, isolé par extérieur. Donc, on aborde ces principes-là. J'ai des diapos où on a des photos de chantier où on a fait ce type de réalisation. Et donc, on aborde ça, mais je les invite souvent on ne fait pas de la thermique. J'ai un isolant, comment je me place sur l'isolant et comment je choisis mon isolant. Mais pas la performance de l'isolant, pas la mise en œuvre de l'isolant, etc. Là, Oui, ça, je c'est les autre chose, invite à c'est aller dans le l'information. sol. Oui. Exactement. Et puis, il y a quand même toujours le sujet pour est-ce que ça isole? Voilà, les végétaux, est-ce que ça isole ou pas? Donc là, je peux vous donner la réponse parce qu'elle est très rapide et vous verrez la rapidité à laquelle je réponds. C'est que la bonne façon d'isoler une maison, c'est de faire t-shirt, pull, kawaii. En gros, on a un pare-vapeur, un isolant et un pare-pluie. Quand je le végétalise, c'est comme si je remettais un pull par-dessus mon kawaii. Donc imaginez-vous pour vous habiller, t-shirt, pull, kawaii, et je remets un pull par-dessus mon manteau. S'il est mouillé, détrempé et qu'il fait super froid dehors, il va pas m'isoler. Par contre, s'il est bien sec, etc., oui, il peut amener un isolant un peu confortable supplémentaire. Mais s'il y a du vent, le vent va rentrer dans le pull et je vais perdre aussi mon confort. Donc je leur montre des petits graphiques d'expérimentation que j'ai faites avec les sondes thermiques au-dessus, en dessous, la canopée, sous le substrat et sur l'étanchéité, etc., comparé avec des étanchéités nues. Donc on voit les petites incidences, mais franchement, il ne faut pas le vendre comme un isolant. Et en sachant qu'en plus, il suffit que en fait, ce qui isole, parce qu'on parle du phonique aussi, ce qui isole, c'est la masse. Plus je vais avoir lourd de substrat et plus je vais avoir lourd de substrat ou épais, mieux je vais isoler du son et mieux je vais isoler du froid, ou du chaud plutôt. On n'isole pas vraiment du froid, on isole du chaud. Voilà, donc ça s'arrête à peu près à ça. Et je les invite, par contre, s'ils veulent vraiment rentrer dans un « je veux poser de l'isolant », là, il y a les stages qui sont prévus pour, et on se voit dans 15 jours, je crois, là-dessus. Vous m'entendez? Oui, rebonjour, Chris Guénolé. Bonjour. Oui. J'aurais pas de questions, parce que je pense qu'il y en aura assez lors de la formation. Vous souhaitez participer au stage, hein, c'est ça? Oh, oui, je pense, oui. Alors, moi-même, je suis maçon, en fait, oui. depuis pas mal de temps, 15 ans, quelque chose comme ça. Ça serait pour peut-être un complément ou peut-être une reconversion. Mais bon, les deux sont compatibles, je pense. Voilà, je voulais vous remercier pour votre intervention, vos données. Et oui, je ferai sûrement la formation. Alors, je ne ferai pas la toiture, ce serait vraiment pour les façades. Oui, alors j'ai formé un artisan maçon qui voulait arrêter le béton et s'orienter plus vers la terre et des fibres végétales, et qui, justement, pour pousser le vice plus loin, voulait aborder cette question de protection de la façade. Est-ce que je dois faire un enduit ou pas, si je veux végétaliser ou pas, etc. Donc, on parle quand même de l'étanchéité. Voilà, donc on parle quand même de l'étanchéité de la façade avant de poser un mur. Et puis, on va parler aussi un peu de calcul de charge, structure, etc. D'accord, oui, bien sûr. Par exemple, un mur en pisé, on va peut-être reprendre la charge au sol plutôt que de se prendre sur le mur directement. Rentre. Pardon, excusez-moi. Parfois, oui, sur un mur en pisé, par exemple, on va pas pouvoir se fixer directement au mur. Donc, on va faire des reprises de charge au sol, ou on va voir les techniques de reprise de charge carrément sur la charpente. Si on a une charpente un peu débordante, d'accord. voilà comment on peut gérer les choses. Ouais.
D'accord, Voilà, tous d'accord. ces sujets-là. Et il ne faut pas hésiter pendant le stage, pour le stage, à venir avec des cas concrets ou des vrais questionnements ou des plans pour vérifier les faisabilités, des choses comme ça. Au contraire, ça donne la matière, c'est Ah parfait. oui, de toute façon, avant le stage, j'étudierai la chose et j'aurai forcément diverses questions. Oui, oui. Souvent, les gens qui viennent à ce stage-là, contrairement au stage d'isolation, ils viennent avec déjà une bonne base technique, on va dire, ou un minimum de vocabulaire. On sent que les gens ont fouillé un peu Oh, avant de venir. Ouais. oui, bien sûr, excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal. Ouais, non, mais moi, ça me paraît très intéressant. Très intéressant à étudier, quoi. Je vais vous laisser, par contre, je vous remercie pour votre intervention. Avec plaisir. Et c'est Avec vous-même, plaisir. c'est ça, qui faites Oui, c'est moi qui, le stage. c'est moi qui animera le stage. Alors, il y a des dates qui sont prévues sur Quimper. Et alors, je ne sais plus exactement lesquelles, mais c'est moi qui animerai le stage. Il y en a une sur la toiture, une sur le mur de mémoire. Donc, Ouais, Alors, c'est ce que j'ai vu. oui, justement, il y avait une question à ce sujet. Est-ce que ces formations sont possibles en distanciel? Parce qu'actuellement, on a effectivement que des formations donc, à Quimper. Alors après, à savoir si vous êtes intéressé oui. pour autre part, Alors, n'hésitez pas à faire une demande. Comme si on reçoit plusieurs demandes, on peut faire des sessions après dans d'autres ah, régions, enfin en Bretagne ou centre. Mais est-ce qu'elle est oui. possible en distanciel? Alors, le support n'est pas prévu pour actuellement. Je suis en train de les modifier et j'aimerais quand même expérimenter sur justement avec le groupe de Quimper là, parce que je suis en train de le faire pour pouvoir faire les deux. C'est-à-dire d'avoir un groupe, par exemple, en présentiel à Quimper, mais s'il y a quelques stagiaires qui veulent se mettre en, en, en visio, que ce soit possible en fait d'avoir les deux. Voilà. Mais il faut que je modifie un peu l'animation du stage. Donc, c'est possible, c'est en cours, mais pas dans D'accord. l'immédiat. Ok. En tout cas, si jamais certains d'entre vous sont intéressés, mais du coup, vous n'êtes pas du coin, n'hésitez pas à nous envoyer un message, de nous faire part de votre souhait de vous former. Puis après, nous, on pourra organiser des sessions dans d'autres départements et d'autres régions. À savoir, c'est juste Bretagne et Centre pour le moment.